Bonjour à tous. Jamais l'opinion publique ne cessera de faire des remarques, des observations ou des critiques sur l'action du gouvernement. L'action, ces remarques justement, ce n'est pas pour vilipender les autorités ni pousser l'État vers l'effondrement. Il s'agit plutôt de faire évoluer l'action publique, ceci pour l'intérêt de tous. C'est le rôle qui est dévolu à la société civile, aux médias et surtout aux partis politiques et notamment ceux de l'opposition. C'est d'ailleurs à ce titre que le chef de l'opposition congolaise a, au cours d'une sortie médiatique organisée récemment à Brazzaville, formulé une batterie de recommandations et de propositions au gouvernement. Mesdames et messieurs, vous vous en doutez, notre invité aujourd'hui est M. Pascal Tsatima Biala. Il est le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, le principal parti de l'opposition au Parlement. Monsieur le premier secrétaire, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver parce que ça fait un bon moment que Décryptage ne vous a plus reçu à son émission. Mais moi aussi. D'abord, je veux vous dire merci. Merci de l'opportunité que vous me donnez de passer sur votre chaîne de télévision qui est très suivie, mais aussi de donner mon point de vue sur les questions qui animent l'actualité politique de ces dernières semaines, mais aussi de rompre avec ce silence dont on a dit beaucoup de choses me concernant. Mais je dois vous dire que quelquefois on dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Mais ce n'est pas le cas de votre invité de ce soir. Posture, qui est le chef de l'opposition, nous avons écouté, nous avons pu venir, nous avons écouté, nous avons analysé avant de nous répondre dans les médias. Et aujourd'hui, vous m'en donnez l'occasion, je crois que nous allons échanger utilement. Nous allons échanger utilement, justement, c'est vrai qu'on compte aujourd'hui 5 mois que ont eu lieu les élections législatives dans notre pays, mais on va revenir un peu peut-être pour faire le point de la moisson de l'UPADS qui tout à l'heure est complètement un peu à terre, par rapport même à ce que vous étiez avant. Soyons justes. En termes du nombre d'élus, nous avons perdu un siège par rapport à 2017. Et quand on fait l'histoire justement des élections dans notre pays, nous sommes pratiquement souvent au même niveau, un peu plus, un peu moins. Mais la faiblesse que nous avons constatée, ce n'est pas un nombre d'élus, mais c'est la manière justement dont ces résultats ont été reçus par les militants qui en attendaient plus, parce qu'ils étaient préparés davantage que d'habitude. Et nous-mêmes aussi. Nous croyons que nous allons faire de très beaux résultats. Et quelle est l'explication que vous avez fournie à la base des militants? Les mêmes résultats, d'abord des causes endogènes. Nous sommes si honnêtes que nous commençons d'abord par nous regarder nous-mêmes, de faire notre introspection plutôt que de regarder chez l'autre, chez le gouvernement, au gouvernement, la manière dont les organisations sont organisées. Mais en face, nous avons un gouvernement à qui nous disons les mêmes choses dans la manière d'organiser les élections, dans la fraude, tout ce qui se dit est vrai. Et ce que nous avons vécu, c'est encore du gangstérisme. Mais je vous assure, si les conditions étaient tout à fait régulières, démocratiques, transparentes, l'UPADS n'aurait pas que 7 sièges. Mais nous en sommes là, hélas. Et alors justement, l'année prochaine, il y aura une bonne partie des sénateurs qui vont remettre leur mandat en jeu, et vous également, ou votre parti va présenter des candidats. Est-ce que par rapport aux élections législatives, vous avez une nouvelle stratégie pour au moins conserver les acquis? Vous savez, c'est deux élections différentes. Les élections législatives et locales, à peu près, ce sont les élections de proximité. Qui sont des élections de proximité. Les élections sénatoriales sont des élections au suffrage indirect. Le corps électoral est déjà connu, ce sont les conseillers qui sont élus, c'est eux qui vont élire les nouveaux conseillers. Et donc là aussi, tout dépend de la manière dont les candidats eux-mêmes vont battre campagne, mais déjà avec un déficit, il faut le reconnaître. Nos résultats aux élections locales vont impacter les résultats aux élections sénatoriales. Mais nous allons nous battre pour ne pas déjà tomber dans le pessimisme. Donc, les élections locales, législatives que nous avons connues avec des résultats controversés, et les élections sénatoriales qui arrivent ne se ressemblent pas tout à fait. On peut d'ailleurs même surprendre. Et le pouvoir a peut-être 80-90% du nombre de conseillers. Bon, il y a fort à parier que le résultat le meilleur sera du côté du pouvoir. Mais nous ne laisserons pas faire. Que les militants comprennent
qu'il faut d'abord se faire violence soi-même. Et après, nous verrons l'adversaire en face. Et dans la recherche justement des solutions, puisque le parti semble être un peu fragilisé en interne avec ses départs, ses divisions, vous avez lancé une main tendue aux collègues qui étaient partis. Quel est le résultat qu'on peut faire aujourd'hui? Quel est le point? C'est bien de le dire. Nous y travaillons pour que le parti retrouve sa sérénité, retrouve son allant. Nous avons organisé toutes sortes de contacts, de séminaires, de forums. Le dernier forum que nous avons organisé, c'était pour demander à tous ceux qui ont quitté le parti, pour une raison ou pour une autre, de revenir à la maison. Nombreux sont revenus. Et nous en sommes heureux. Et c'est avec eux, justement, certains d'entre eux ont été des candidats à ces élections. Ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas vu certains camarades émérites, mais qui ont décidé de reprendre leur place au sein du parti. Maintenant, comme disent les militants de l'UPADES, à quand le congrès? Vous êtes là quand même depuis 2006. Vous avez peur de passer la main? Non, pas du tout. Non. Au contraire, je commence à regarder aussi mon âge. Pourquoi ne pas donner la main? Vous savez, c'est bien que les Congolais, mais il n'y a pas que les militants de l'UPADES. C'est tous les Congolais qui demandent à quand le congrès de l'UPADES. Et ma grande surprise, c'est qu'on ne demande pas aux autres partis de l'opposition quand est-ce le congrès. On ne demandera pas au parti de l'opposition, faites le congrès quand? C'est même pas à tel parti. Bon, ça c'est une critique qui ne vaut pas la peine. Les militants ont raison de demander le congrès. Ça fait plusieurs années que le congrès aurait pu se tenir. Et les bons militants de bonne foi savent pourquoi nous n'avons pas tenu le congrès. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui sont de mauvaise foi. Ce n'est pas le premier secrétaire qui refuse de faire le congrès. Mais nous avons des bonnes raisons de n'avoir pas fait le congrès. Maintenant, je dis qu'on fasse très attention. Les congrès ont été pour nous des moments de désunion au lieu d'union. C'est ça l'histoire de l'UPADES. Le congrès de 95, le tout premier que nous avons tenu, dès que nous sommes sortis du congrès, il y a une rébellion à l'intérieur. Et ça nous a fragilisés jusqu'à la guerre de 97. Les militants de l'UPADES qui m'entendent savent de quoi je parle. Revenus d'exil, nous avons organisé le congrès de 2006. Dès qu'on sort du congrès, il y a une autre UPADES qui se crée à un autre congrès. À la Fonjor. Madame Lissouba vient ici, essaie de nous mettre ensemble, et nous allons vers la réconciliation pour fondre toutes ces UPADES dans une seule. On a réussi péniblement à le faire. Nous sommes allés au congrès 2013, au cours duquel j'ai été élu. On sort du congrès, il y a un autre UPADES qui, sous un autre nom, s'appelle le CAP qui se crée. Et donc il y a cela qu'il faut aussi regarder. Et comment faire en sorte que demain nous allions au congrès, et que ce congrès nous allions unis, et que nous en sortions unis. Donc on retient que le congrès sera pour demain. Non. Quand j'ai dit ça, ça ne veut pas que c'est pour demain. Nous sommes en train de créer les conditions. Nous avons dit dernièrement à la session du Conseil national que le congrès se tiendrait après les élections sénatoriales. Nous n'avons pas arrêté une date précise, mais après les élections sénatoriales. C'est une décision prise par le Conseil national. En 2020. Donc en 2023, peut-être en fin d'année, nous retrouverons pour voir quelle est la date précise. Mais nous avons, comme avant les élections sénatoriales, ces congrès. Et il faut que le congrès de demain soit différent des autres congrès que nous avons tenus. C'est vrai, il y a comme... vous redoutez quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous redoutez? C'est avec eux qu'il faut faire. D'accord. Sans exclusive, que tout le monde vienne. Et celui qui sera élu soit le chef du parti. Et moi aussi, il faut regarder. Moi, j'appartiens à une génération qui est venue après les compagnons de Pascal Lissouba. Moi, je ne suis pas compagnon de Pascal Lissouba. Mon âge ne m'a pas permis d'être son compagnon. J'ai travaillé avec Pascal Lissouba. Je suis donc de cette génération qui vient après les compagnons. Donc après Mukwege, Tamba Tamba, Mbiri Mata, et Mugunga Gila, etc., etc. Nous sommes de cette génération, avec les Moulari d'ailleurs, et les Kinyomé, qui ne sont plus avec nous, mais à qui nous avons demandé tous de regagner la maison. Et justement que le congrès se fasse avec tout ce monde-là. Et nous aurons refait un grand parti. Et celui qui sera élu sera reconnu par tous. Et qu'il n'y ait pas de rébellion. Il n'y aura plus de meurtre ici, de chaîne là-bas. Ce sera l'UPADES reconstitué. C'est ce que moi je veux. Monsieur le Premier secrétaire, plus globalement, je m'adresse au chef de file de l'opposition congolaise. De moins en moins,
on voit que l'opposition est active dans notre pays. Que ce soit l'opposition qui se réclame de vous, qui est fédérée autour de vous, que ce soit l'opposition dite radicale, de moins en moins, on vous entend. Ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez, vous entendez pas, de moins en moins on vous entend. Pas de meeting, pas de vraiment d'expression, une opinion de l'opposition dans le pays. Bon, si je prends le cas de mes frères de la fédération, ils sont présents, ils font des déclarations, ils ont fait une lettre ouverte, ils ont fait pas mal de sorties médiatiques. On va dire qu'ils sont absents. S'agissant des réseaux sociaux souvent. Bon, s'agissant d'une activité sur le terrain. Je pense qu'il y a un débat que la presse aussi devrait comprendre. Qu'est-ce que l'opposition congolaise en réalité? L'opposition congolaise, c'est un assemblage de personnalités. Nous voulons une opposition avec des partis politiques constitués, bien installés. Vous avez Mathias Sezon, vous avez Paul Makaya, ils ont des partis. Oui, d'accord. Ce sont des personnalités. Je regrette de me dire, M. Makaya, c'est une personnalité, mais je ne pense pas qu'il ait un parti fort. Il est sur le terrain du nord au sud Congo. M. Nzo Mathias, c'est une personnalité forte. C'est vrai, avec beaucoup de charisme. Je ne suis pas sûr que son parti soit implanté de la Likwala, de la Sanga, jusqu'au Kui. Je ne pense pas. Je peux égrener tant M. Clément Mirassa de même. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est Yuki, hier c'était le MCDL, Yuki aujourd'hui, et l'UPADES. Les partis qui ont quand même une implantation, qui ont une représentativité et qui ont une visibilité sur le terrain. C'est ça justement le problème. Le problème de l'opposition, c'est justement de ne pas disposer de machines, des grands partis, qui sont installés, qui sont animés. La plupart de ces leaders, ils ne s'expriment que quand il y a des événements. Les événements finis, c'est fini, on ne les entend pas. Vous n'interrogez pas M. Nzo Mathias, M. Clément Mirassa, et votre parti, est-ce que vous ferez le congrès? Il n'y a qu'à lui parler, est-ce que vous posez ces questions de congrès? Ça n'existe pas. Le fonctionnement, on n'en sait même pas qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est ça la faiblesse de l'opposition. Il faut que nous travaillions au sein de nos partis politiques, et la somme justement des efforts des partis politiques les donnera une grandeur à l'opposition. Est-ce qu'il y a des réflexions de regroupement pour regarder dans une seule direction, pour peut-être faire face aux prochaines échéances 2026? 2026, c'est très loin, c'est vrai. On a le temps aujourd'hui de nous préparer. Ou c'est la base que vous nous conseillez, celle que j'entends un peu les amis, les très bonnes femmes dire, mais pourquoi nous ne regroupons pas sur une ligne politique, sur un projet commun? Voilà, un projet. Même si on n'a pas la même idéologie, mais au mieux on peut avoir un projet pour le pays, mais un projet partagé par les uns comme par les autres. Nous n'avons jamais eu le même projet politique commun. Chaque parti a son projet. Aujourd'hui, vous avez de l'envergure, de la responsabilité, vous êtes reconnu, vous êtes chef de l'opposition. Vous pouvez initier la démarche. Là aussi, il y a une faiblesse. C'est quoi la faiblesse? Regardez, quand nous sommes sortis de l'élection présidentielle à laquelle j'étais candidat, nous avions Jean-Michel Makoko, nous avions Okombi Salissa, Madame Ulanus, nous 5 candidats. J'ai dit c'est la meilleure opposition qu'on ait pu constituer. Mais quand nous sortons de là, ça se désintègre. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas accordés sur la suite. Il y en a qui estimaient que les élections ayant été mal organisées, le président Sanzo ayant été mal élu, il faut continuer ce combat de changement de la Constitution et de ne pas reconnaître les institutions nouvellement installées dans le pays, y compris le président Sassou. Toi était de cette position-là. Parce que Kolela et moi nous avons dit, ça il faut laisser derrière. Regardons devant, construisons une nouvelle politique de l'opposition avec M. Sassou comme président, avec le PCT au pouvoir, et regardons ensemble, les 5 ensemble, comment nous pouvons densifier le travail qui a été fait et donner une perspective avec un contenu réel d'une opposition, non pas qui est venu parce qu'il fallait s'opposer au changement de la Constitution, mais qui a un projet politique et qu'il peut partager à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble du Congo, et puis peut-être nous choisir un chef ou le représentant à la prochaine élection. Nous ne sommes pas accordés. Et aujourd'hui, moi j'entends, il y a l'opposition radicale, il y a l'opposition ceci, il y a l'opposition faire valoir cette initiative Biala, il y a l'opposition ceci. Comment voulez-vous qu'on se mette ensemble si on est déjà traité? Beaucoup d'intérêts qui vous divisent. Pardon? Beaucoup d'intérêts vous divisent. Beaucoup d'intérêts certainement, mais on aurait pu seulement regarder sur l'intérêt du Congo. Il va de ses intérêts. Est-ce que c'est pour cela aussi que quand un opposant est en difficulté, on va peut-être terminer cette question un peu globalement politique par là, est-ce que quand un opposant est en difficulté, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole? Je prends le récent cas du jeune Destin Gavé qui a été partenaire de Guy Brice Parfait Kolela,
qui était politiquement proche de vous, par Fécoléla, qui est arrêté à Pointe-Noire, transféré à Brazzaville, libéré, on vous a pas entendu pas? Est-ce que la meilleure façon, c'est de faire des déclarations? Et quand on a fait des déclarations, est-ce qu'on a obtenu quelque chose? Pas du tout. Est-ce que vous savez ce qui peut se faire aussi dans le silence? Comme on dit, le travail souterrain qu'on peut faire. Contacter les responsables de ces pays, et puis savoir qu'est-ce qu'il en est. Parce que il ne faut pas se lancer rapidement aussi dans les déclarations. Dès qu'il y a, comme on dit, à chaque pays du gouvernement, nous devons réagir, mais on peut aussi savoir pourquoi il a été arrêté, avant de réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le temps justement de nous poser ces questions, et d'aller justement à la source pour savoir pourquoi il a été arrêté, bon, puis ça n'a duré que 6 jours, il est déjà élargi, et on a donné l'impression que nous étions, disons, même, insensibles. Voilà. Nous étions insensibles. Vous n'avez rien dit. Nous n'avons rien dit, mais c'est pas parce que nous n'avions rien dit que nous étions heureux de le voir entre les 4 murs. Monsieur le Premier secrétaire, le 28 Au moins, novembre il est élargi, il n'est plus il est en liberté, il a repris ses activités, je pense. Le 28 novembre dernier, le président Denis Sassou Nguesso a fait un message devant le Parlement réuni en congrès. Vous y étiez en tant que député. Le président a soulevé beaucoup de questions, mais il est revenu sur la question de la corruption. Et cette fois-ci, il a indexé, vous, les parlementaires, vous ne faites pas les enquêtes, et aussi les juges qui ne prennent pas la main sur des situations qui sont connues. Quelle est votre réaction? Je suis peiné d'ailleurs de constater que c'est devenu un discours de routine chez le président. Vous savez, c'est depuis 2009 que l'État a commencé à parler de la corruption. De manière aussi officielle. C'est pas qu'il a commencé, mais de façon officielle, nous avons suivi le président en 2009 au cours d'un grand discours. Il venait d'être réélu en 2009, il a fait un discours qui pour moi était comme un discours de refondation de la République. Je me suis dit, et je l'ai dit à mes amis, et si ce qui a été dit dans le discours du président Sassou Nguesso s'est appliqué, nous n'aurons plus grand chose à dire dans l'opposition. Tout a été dit. Tout a été dit. Malheureusement, rien n'a été fait. Et nous sommes aujourd'hui, en 2021, comptez le nombre d'années, et tous les discours dans l'intervalle du président Sassou, il ne manque pas de stigmatiser la corruption, qui est là, qui est devenue gangrène, qui est devenue comme un cancer dans notre pays. Mais le président pense que vous ne faites pas assez, vous les parlementaires. D'accord, je vais arriver. Je vais en arriver. Nous ne faisons pas grand-chose. Nous avons mis en place les commissions anticorruption. Nous avons mis en place haute autorité de lutte contre les anti-valeurs. Nous avons tout, il y a une batterie législative réglementaire qui est en place. Sans résultat. Nous avons fait sans résultat. Et le président dit, mais les députés, allez-y plus loin. Il faudrait que vous meniez des enquêtes, etc., etc. Je pense que le temps de la moralisation, le temps de l'éducation est passé, il faut maintenant le temps de la répression. Voilà. Ailleurs, comment ils réussissent? On peut aussi prendre l'exemple ailleurs. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de faire des enquêtes? Ça va maintenant. Des conflits d'intérêts dans le pays, les détournements, l'enrichissement illicite, tout ce qui est vraiment anti-valeur, visible. On n'a même pas besoin d'enquêteurs pour ça. C'est vrai, on dit que les magistrats sont corrompus, ils ne sont pas tous corrompus, il y a des très bons magistrats. Il ne faut pas quand même jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires que l'État a formés. Il y a des très bons magistrats. Nous avons des officiers de police judiciaire qui travaillent à la direction générale de la police judiciaire. Il faut donner la mission à ces fonctionnaires. Donc justement, le rôle est de savoir ce que fait Sévérin, ce que fait Satima Biala, dans sa vie privée, mais également dans l'exercice de ses fonctions, et leur donner les moyens de s'auto-saisir des faits, d'interpeller, de déférer devant le procureur. Et que la chancellerie pour les magistrats leur donne la liberté. Et que le ministre de l'Intérieur pour les officiers de police judiciaire leur donne la liberté. On crée un pôle, nous avons appelé ça un pôle financier, au sein de la direction générale de la police judiciaire. Vous savez qu'il y a eu des faits quand même dans le pays, des faits de corruption avérés, qui ont été dénoncés. Et que par des organismes habilités, on n'a rien fait. Il y a eu des cas avérés sur lesquels nous avons fermé les yeux. Le gouvernement a fermé les yeux. Je dis de quoi je parle. Alors on demande, il faut des commissions d'enquête. Ce ne sont pas des commissions d'enquête, on n'en a plus besoin. La corruption est à ciel ouvert. Donc il faut maintenant sévir. Et nous avons les moyens pour sévir. Monsieur le Premier secrétaire, dans les propositions, les suggestions que vous avez faites au gouvernement, vous parlez également de l'agriculture, qui devait être le point central de l'action du président de la République après son élection. Jusque-là, vous n'êtes pas convaincu de la façon dont la politique est mise en place.
On n'est pas convaincu. Bon, mais nous sommes un pays agricole, avec des atouts, terres arables, avec le soleil, avec tout ce qu'il faut pour faire l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moyens. Il faut injecter des moyens justement à l'agriculture. Quelqu'un m'a dit, oh, Satima Biala, on en a mis beaucoup dans l'agriculture. Mais il faut mettre les moyens et contrôler ces moyens. Et une politique agricole, une grande politique agricole, avec des moyens affectés pour cette politique agricole. 10 milliards, ça vous paraît insuffisant, vous qui voulez... Ah oui, c'est insuffisant parce que quand on a vu, nous avons voté le budget, si nous donnons la priorité à l'agriculture, si nous voulons vraiment donner l'agriculture, il faut un véritable plan Marshall, mettre les moyens qu'il faut, et mettre les techniciens que nous avons. Nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs, nous avons aujourd'hui le potentiel pour faire ce travail. Et il faut donner les moyens. Les premiers moyens, ce sont les grands investissements. Moi, j'ai vu le budget. La part de l'agriculture dans le budget d'investissement est de 5,25%. Ça, c'est pas un signal qu'on donne là. Et la part de l'agriculture dans l'ensemble du budget général de l'État s'appelle 1,04%. C'est pas un signal fort, quand même. Où sont les moyens? Et en plus, quand on regarde, ces moyens, pour la plupart, c'est des moyens d'emprunt. C'est pas des moyens librement affectables. Donc, on arrivera à la fin de l'année pour constater qu'il n'y a pas de moyens et qu'on n'a pas avancé. Vous n'êtes donc pas convaincu? Nous ne sommes pas convaincus parce que la meilleure façon de convaincre le gouvernement, c'est de mettre aujourd'hui près de 30% du budget à l'agriculture. Ça, c'est un signal fort. Et ensuite, avec les mesures d'encadrement pour que cet argent ne s'évapore pas. Parce qu'il est arrivé un moment où il y a eu de l'argent qu'on a mis dans l'agriculture et on n'a rien vu. Parce qu'on doit, les importations des produits alimentaires, c'est trop pour nous. Nous dépensons trop d'argent et il y a une sortie de devises pour notre pays. Et il faut que nous consommons ce que nous produisons. Mais on veut bien consommer ce qu'on nous produit, mais il faut le produire à ce moment-là. Parmi donc les difficultés du gouvernement, le ministre du budget le reconnaissait au Sénat lors de l'adoption donc du budget, le pays était vraiment en difficulté. Il y a donc ces accords avec le Fonds monétaire international, les discussions se poursuivent, il n'y a réellement pas vraiment un accord avec versement des tranches d'argent. Il y a cette dette avec la Chine. Vous, à l'opposition, tout ça là, quelle est l'analyse que vous faites de la situation? Est-ce que l'avenir est prometteur quand même dans cette situation? Alors, moi, je suis de nature optimiste. Je crois qu'il y a des choses qui sont faites, mais il faut aller plus loin. La relation entre notre pays et le Fonds monétaire international est toujours émaillée de ces difficultés. Autant nous sommes prompts à conclure un accord avec le Fonds monétaire international. Le problème, c'est pas de conclure avec le Fonds monétaire international. Le problème, c'est de respecter justement l'accord. Nous n'avons jamais respecté l'accord. Et le Fonds monétaire dit, vous devez assurer vos charges de fonctionnement, le président compris, avec vos ressources hors pétrole, douane, impôts, etc., hors pétrole. Et que le pétrole, les ressources pétrolières ne servent qu'à l'investissement. Bon. Mais quand on a dit ça, nous avons près de 40 milliards de masse salariale mensuelle. Peut-être que je me trompe d'un chiffre ou deux chiffres. Près donc de 400 milliards de masse salariale par an. Si on doit financer sur les recettes hors pétrole, est-ce que nous en sommes capables? Certainement non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc réduire de manière drastique les dépenses. Et la grande dépense à laquelle on ose attaquer, c'est justement les salaires. Et souvent, il n'y a pas très d'action pour les hauts fonctionnaires que vous êtes, vous, à l'Assemblée, au gouvernement et tout. Là-bas, il n'y a souvent pas les coupes, on garde les mêmes salaires. Quand je dis ma salaire, c'est tout ça. La masse salaire, c'est tout ça. On s'en prend beaucoup plus au petit peuple qui paie les impôts, qui paie toutes les factures. Il y a parfois, vous êtes épargné de tout ça. Les impôts, les factures d'eau, d'électricité sont à la charge de l'État. Quand je dis la diminution, c'est tout ça. Il ne s'agit pas d'exonérer une catégorie de Congolais, c'est tout le monde. C'est que vous dites, c'est vrai. Il y a quand même des salaires qui sont faramineux. Hein? Il y a des revenus et d'autres, c'est vraiment défiscalisés. Beaucoup. Et nous avons même d'ailleurs un problème avec les autres partenaires. Parce que nous avons assez de ressources qui ne rentrent pas dans le système bancaire. Donc le taux de bancarisation de notre pays est très faible. Ceux qui ont des gros aujourd'hui avec la démonétisation, avec ce qui va arriver, je ne sais pas, ceux qui ont de l'argent dans les maisons, comment ils vont s'arranger. Bref, là, je ne rentre pas dans ce débat, il est trop complexe. Mais je dis, il faut que tout le monde, y compris les députés, y compris les sénateurs, les ministres, qu'ils soient imposés, que les salaires soient imposés.
Mais ça, ce n'est pas le député qui doit dire, c'est le gouvernement qui distribue. C'est le gouvernement qui distribue ses revenus. Et ce gouvernement dit, monsieur, c'est vrai, votre salaire, maintenant, il est amputé parce qu'il y a une partie qui est partie aux impôts. Et qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Mais si le gouvernement ne le fait pas, ce n'est pas à moi d'aller donner la marge qui est considérée comme imposable à la décision des impôts. Et ça, ce n'est pas normal. Trop d'argent circule sans être imposé, c'est pas normal. Et donc, dans la réduction, je ne parle pas que des fonctionnaires, des simples fonctionnaires. Au contraire, je m'attaque aux grands revenus. Et c'est nous qui avons les grands revenus. La social-démocratie, les partis démocrates, regardent d'abord, pas seulement la rémunération du capital, mais c'est la rémunération du travail, le règlement des questions sociales, les pensions, l'eau, l'électricité. C'est ça l'essentiel des partis de gauche et des partis de démocrates. C'est ce que fait le gouvernement aussi. Hein. Ce que fait le gouvernement, mais ce que fait le gouvernement en petit mais pas en grand. On aurait pu, mais nous on se serait dit, mais tiens, on n'a même pas besoin d'aller au pouvoir, puisqu'il y a un parti social-démocrate qui est au pouvoir, qui règle tous les problèmes sociaux des populations. Il y a eu, je crois, un abattement de 15% pour les salaires des ministres, tout. C'est insignifiant. Il faut aller encore plus loin. Insignifiant. Celui qui le dit, c'est celui qui est censé avoir ses grands revenus et qui est prêt justement à donner une bonne partie pour que, par solidarité et pour assurer le développement de notre pays, nous soyons aussi pris comme des modèles de la société. Également dans vos propositions au gouvernement, vous avez parlé de cette espèce de musée qu'il faut construire en hommage au père fondateur. De mausolée, oui. C'est pour restituer l'histoire, c'est pourquoi? Oui. C'est une question mémorielle. Et dans tous les pays, on le fait. Et je comprends le président. Il est toujours revenu dans son hommage à ses pères fondateurs. C'est qui ces pères fondateurs? C'est Youlou, c'est Opango, c'est Tchichele. J'arrête là. On peut peut-être poursuivre. Prenons les trois. Ce sont les pères fondateurs de la République. Quel hommage on doit faire pour ces hommes? C'est vrai qu'il y a eu des stèles. Youlou devant la mairie, Opango au rond-point de la Grande Poste, et Tchichele vers les 10 maisons. C'est insuffisant. Je pense qu'une question mémorielle, il faut rassembler tout ce monde-là dans un endroit qu'on peut appeler un mémorial. On en a fait pour Savonnier de Brazza. On a dit beaucoup de choses. Est-ce que Savonnier de Brazza le méritait? On n'entre pas dans ce débat. Mais il fait partie de notre patrimoine, c'est notre histoire, Savonnier de Brazza. Mais il a été honoré, Savonnier de Brazza. Historien que je suis, je peux trouver à redire sur Savonnier de Brazza. Mais bon, le débat n'est pas là. Il faut, à côté de Savonnier de Brazza, qu'il y ait Youlou, qu'il y ait Opango, qu'il y ait Tchichele, c'est les fondateurs de la République, et leur consacrer un grand monument, un mémorial plutôt, où nous aurons là, et devant une grande place, l'esplanade. Et c'est là qu'on organiserait les grandes manifestations le 28 novembre. Et également les hommes de la République iraient à ce mémorial plutôt, pour honorer les anciens de ce pays, qui ont tant apporté à ce pays, et qui méritent justement l'hommage de la République. Et là, ça que je voulais faire. Voilà, justement, vous parlez de ces trois personnalités, mais peut-être qu'on trouvera d'autres. Mais vous ne poursuivez pas la liste, par exemple, pour citer les anciens chefs d'État, dont le professeur Pascal Lissouba, le fondateur de votre parti politique. J'ai dit hésiter un peu sur... Non, je veux que d'autres en parlent. On dit oui, mais c'est passé Pascal Lissouba, c'est son chef. Moi, je m'arrête au fondateur de la République, pour la République. Pascal Lissouba a sa partie de l'histoire, mais les fondateurs de la République, donc le 28 novembre, ceux qui ont donné, ceux qui ont donné justement la République. Ben, on les connaît, c'est Youlou, c'est Opango, c'est Tchichele, c'est Félix Chikaya. Viendront après les autres. Je n'ai pas cité Massamba Deba, je n'ai pas cité Marie Ngouabi, je n'ai pas cité Pascal Lissouba, mais il s'agit de rendre hommage au père fondateur de la République. Et ce sont ces trois ou ces quatre qu'il faut. Et pour une question mémorielle, ce serait notre panthéon, le panthéon congolais, où nous irons. Également, c'est un fait même d'unité nationale. C'est même un fait d'unité nationale. Nous allons à cet endroit pour aller rendre hommage, pour aller nous recueillir la tombe de ces anciens. C'est une esplanade, un grand espace, où d'ailleurs se passent même les parades militaires.
de la République. Et voilà ce que nous avons proposé. Espérons que vous serez suivi sur cette proposition. Monsieur le Premier secrétaire, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, décryptage. Il manque toujours beaucoup de temps pour parler, discuter des questions d'intérêt national, mais avec le temps qui nous a été imparti, nous avons quand même pu discuter de beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je vous rappelle, nous recevions monsieur Pascal Tati-Mabiala. Il est le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS. Il est aussi le chef de l'opposition congolaise. Merci et à la prochaine.